Bonjour. Donc oui, je suis Christian Clot. Alors on va partir sur des terrains un petit peu différents de ce que vous avez certainement vu depuis ce matin et hier. On va plus parler de l'humain, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'adaptation en termes de structure, et on oublie parfois un petit peu que d'abord l'adaptation elle est humaine, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce matin. Alors pour savoir d'où je viens, je vais quand même vous présenter un tout petit peu mon travail depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, très rapidement parce que ce n'est pas le sujet. Mais donc moi je parcours le monde pour faire des missions scientifiques depuis maintenant plus de 20 ans, pour essayer de comprendre les systèmes adaptatifs humains et structurels dans différentes conditions de vie. Donc d'abord, je voulais vous montrer 2-3 images un peu belles, parce qu'on parle beaucoup de ce qui ne va pas et de tout ce qu'il faut changer, mais il y a quand même des belles choses encore. 2-3 endroits qui nous rappellent pourquoi on se bat en fait. Parce que des fois on oublie un peu que notre travail aujourd'hui de faire attention à notre futur, c'est d'abord faire attention à notre présent et à ces quelques territoires. Je vous montre ici un glacier qui est un des derniers glaciers froids de Patagonie par exemple. Voilà, tous les glaciers maintenant sont chauds en Patagonie, donc ils vont tous petit à petit fondre, et celui-là c'est un des derniers froids, donc c'est beau et ça vaut la peine de le voir pour se rappeler ce que c'est et ce pourquoi on doit faire attention. Alors malheureusement, ces conditions, ces climats, ces territoires, c'est aussi des climats qui nous poussent dans nos retranchements, dans des conditions particulières. Ici, je suis à 43 degrés à 100% d'humidité en forêt tropicale. Il faut savoir que 43 degrés 100% d'humidité, ça représente 42 degrés TW. Et qu'on considère aujourd'hui que le 35 degrés TW, c'est un seuil mortel pour un humain. Donc il commence à faire chaud, quoi. Et ça, c'est intéressant. L'inverse, c'est moins 60 degrés, par exemple. Alors moins 60 degrés, c'est des températures là aussi où il faut trouver des solutions. Pourquoi on travaille aussi dans le froid? On l'oublie un tout petit peu parce qu'on parle beaucoup de la chaleur, et ce sera un des thèmes de ma présentation. C'est qu'aujourd'hui encore, 90% des personnes qui meurent de climat meurent en raison du froid et pas du chaud. Donc on doit aussi continuer. Il ne faut pas oublier que le froid est aussi un vrai sujet de nos mondes d'aujourd'hui. Et puis enfin, la chaleur qui nous intéresse le plus, c'est cette chaleur-là, la chaleur qui dépasse le 50 degrés dans des conditions très sèches ou très humides. Là, je suis à 58 degrés et 3% d'humidité dans le désert du Dartelout en Iran. Alors c'est une température qui devient intéressante parce qu'on parle beaucoup de la température humide. On oublie un peu la température sèche qui est elle aussi très impactante, peut-être même plus, parce que dans la température humide, aussi difficile soit la thermorégulation, il y a de l'eau, alors que dans les températures sèches, il n'y en a plus du tout. Là, par exemple, lorsque j'avale une gorgée d'eau, elle s'évapore avant d'avoir atteint l'estomac, à cette température-là. Parce qu'on parle bien de température à l'ombre, comme toute température du monde. Donc voilà, on est dans des conditions intéressantes. Et objectivement, ce n'est pas le sujet, mais quand on vit dans ces conditions, on se pose vraiment la question de ce qui peut se passer à des endroits comme le Pakistan, où on a eu pendant 3 semaines presque des 50 degrés à l'ombre, et ce qu'on pourrait un jour avoir dans nos pays aussi, à savoir des périodes à 50 degrés, qui questionnent sur beaucoup d'objets. À la fin, j'en parlerai peut-être un petit peu s'il y a des questions là-dessus, mais on travaille beaucoup aujourd'hui sur cette chaleur-là. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus parce que je veux parler de l'adaptation plus générale, mais c'est un vrai sujet. On travaille beaucoup avec des groupes, donc des collectifs, parce qu'un humain ne s'adapte pas seul, enfin il s'adapte mais pas bien. Et puis on est soumis à des conditions qui sont des conditions de contrainte qui nous poussent dans des retranchements. Là par exemple, je suis à 200 km/h de vent dans une montagne. Là encore, c'est des conditions où il faut trouver des solutions adaptatives ou des situations très rapides, comme par exemple quand on fait des rencontres animalières, qui sont intéressantes parce que là, c'est plus de l'adaptation, c'est de la réaction, mais on peut faire ainsi la différence cognitive entre la réaction et l'adaptation, quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, on confond complètement ces deux notions. Et on y reviendra un petit peu. On travaille aussi beaucoup sur d'autres populations, des populations qui sont actuellement soumises à des changements. Donc on travaille beaucoup sur des migrations. On accompagne des migrations pour essayer de comprendre comment des humains arrivent à transformer leur mode de vie selon les territoires. Ou malheureusement sur des choses plus catastrophiques, des situations d'urgence, là où la réaction est importante, des tsunamis, des tremblements de terre. Et puis des situations comme ici, on est en Afrique subsaharienne. Il y a une vingtaine d'années, on avait ce paysage-là, et quand on y retourne il y a une année, on a ce paysage-là. Voilà, ça c'est une réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et la question qu'on doit se poser, c'est la dizaine de familles, une centaine de personnes qui vivaient de ce champ, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vivent et comment est-ce qu'ils s'adaptent. Parce que là, on arrive à la notion pure de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de modifier des structures ou des bâtiments ou quoi, on parle de comment des humains trouvent des solutions dans une condition qui est tellement contrainte qu'ils ne peuvent plus y vivre. Voilà, ça c'est mon travail, questionner cette adaptation dans un monde. Alors vous le savez, vous êtes ici tous des personnes qui sont au fait de la situation, mais je pense que c'est quand même intéressant de la rappeler un tout petit peu. Ça c'est le monde en 1955, tel qu'on aurait pu le voir. Le monde d'aujourd'hui, avec des milliers déjà d'objets dans l'espace, dans un instant de vie qui est très intéressant, puisque
Quand on travaille sur le changement comme moi, nous on travaille sur le changement, donc comment on fait face au changement, on peut classer les changements dans 3 catégories. On a la catégorie des changements environnementaux, évidemment, ça vous le connaissez, hein, tout ce qui est le climat, la biodiversité, on déménage ou le climat change autour de nous, c'est les changements environnementaux. On peut avoir les changements technologiques, et on en a de plus en plus. L'arrivée de la roue en a été un, l'arrivée de l'agriculture. Aujourd'hui, on a l'arrivée de l'AI générative, comme l'a été l'arrivée d'Internet. Ce sont des modifications structurelles importantes. Et enfin, on a les sociétés. Et malheureusement, je ne vais pas vous faire la liste de ces 3 dernières années, mais je pense que tout le monde est au courant que ces dernières années, on a quand même vu des changements sociétaux profonds. Ces changements qui sont systémiques, à savoir qui touchent l'ensemble des systèmes dans le monde entier, comme l'a été la Covid par exemple, sont déjà arrivés dans l'histoire humaine, mais pour la première fois connus, en tout cas moderne, ils arrivent en même temps, de manière concomitante. Ce qui explique que nous avons aujourd'hui une quantité de changements systémiques en augmentation et en accélération constante. Ça veut dire qu'on est bien au-delà de devoir questionner le changement climatique. On est au-delà de devoir questionner notre compétence à vivre dans un monde en transformation profonde et de manière constante. C'est ça, notre adaptation aujourd'hui. Et mon travail, c'est d'essayer de comprendre ça. Autant dire que j'ai du boulot pour un moment. Hein. Ça tombe bien. Et donc, c'est vrai qu'avec l'institut que j'ai créé maintenant, il y a une petite dizaine d'années, le Human Adaptation Institute, on fête les 10 ans là aujourd'hui, cette année d'ailleurs, on va voir différentes situations. On a travaillé sur la Covid, on a travaillé sur les migrants, comme je vous l'ai dit, sur plein de situations différentes qui nous questionnent sur cette adaptation-là. Mais comme ça, c'est toutes des situations où on ne peut arriver qu'au moment où la situation est déjà en cours. On ne peut pas comprendre tout le mécanisme adaptatif. Donc, on va aussi travailler sur des missions qu'on va recréer de conditions extrêmes. Alors, j'insiste sur cette notion de conditions et pas d'environnement extrême, parce qu'en fait, une condition extrême est beaucoup plus juste dans la définition de ce qu'on veut chercher, parce qu'il n'existe pas d'environnement extrême en réalité. Un environnement, il est pour ce qu'il est. Un désert, c'est un désert. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est extrême ou pas. Il est. Par contre, pour nous, en tant qu'humains, quand on va dans un désert et qu'on n'a pas l'habitude, on est en condition extrême. Donc la notion d'extrême n'est qu'en rapport à notre compétence humaine dans ce territoire ou dans cette nouvelle condition, pas à la condition même. Un Inuit qui va chasser au Groenland, il est dans son bureau. Un Parisien qui n'a jamais mis un pied sur la glace qui va au Groenland, il est dans une condition extrême. Et donc, il faut bien revoir aussi cette notion qu'on ne parle pas là d'adapter tout de la même manière, mais d'adapter en rapport à un besoin. Et on ne s'adapte pas de la même manière si on est à Yazd, comme ici cette image où je vous montre Yazd, qui est une ville du désert en Iran, qui a des bacs d'Ir, des systèmes de refroidissement éolien, qui a des rues très étroites, très fermées, qui a déjà vécu des 50 degrés régulièrement dans sa vie. Donc pour eux, s'adapter à 50 degrés, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour nous, en revanche, à Paris, quand on voit cette rue-là, on se dit, où est-ce que je m'abrite quand il fera 50 degrés? Donc l'adaptation ne peut être considérée qu'en rapport au lieu et à la situation et au type de personnes qui vont la vivre. Déjà, il faut replacer ça dans toute la mécanique adaptative quand on parle de changement structurel ou humain d'adaptation. On ne peut pas mettre des règles absolues qui s'appliqueront partout et en tout temps à l'adaptation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, parce que c'est un peu ce qu'on essaye de faire trop souvent aujourd'hui. Alors, je sais que ce n'est pas le cas ici dans toutes les discussions qu'on a, mais c'est ce qu'on voit pas mal. Ensuite, pour pouvoir mieux comprendre l'adaptation, on va recréer des situations qui vont nous permettre d'étudier cette fois des humains sur toute une composante de vie. Donc on va les sélectionner, on va les étudier dans leur vie de tous les jours, dans leur vie classique, on va les plonger dans une situation adaptative complexe, et puis ensuite on va les ressortir, parce qu'on est gentil. Des fois on aimerait bien les laisser quelques temps, mais on m'a dit qu'on n'avait pas le droit. Et on va les réétudier pendant les 2-3 ans qui vont suivre pour voir comment ils ont adapté leur système structurel cognitif, physiologique, sociaux, et ainsi de suite. Donc on a par exemple je me suis mis avec 15 personnes dans une grotte pendant 40 jours en 2021, ce qui nous a permis de voir comment le cerveau se réadaptait face à une situation d'atemporalité. Donc on a enlevé toute temporalité. Pourquoi on fait ça? Parce que la temporalité, c'est ce qui définit nos structures humaines. Tout ce qu'on est basé sur le temps. Et quand on se donne rendez-vous, on organise, moi je suis venu ici pour midi, pas pour 1 heure. Voilà. Par contre, quand on coupe le temps, comment est-ce qu'on réorganise un système social? Et paradoxalement, vous allez me dire, on ne va jamais couper le temps sur la planète, c'est vrai qu'on aura toujours le soleil et autres, mais ce qu'on sait, c'est que les grandes chaleurs vont couper potentiellement un certain nombre de compétences électriques et autres, et qu'on va perdre peut-être certaines notions du temps. Sachez que pendant la Covid,
32% de personnes se sont déclarées en incapacité de comprendre la temporalité qui leur arrivait durant la période des confinements. Donc on peut être en atemporalité, y compris quand on a encore le soleil. Donc c'était intéressant d'étudier ça. Et puis maintenant, on étudie bien sûr beaucoup le climat. Donc on vient de finir une grande mission où on s'est mis avec 20 personnes dans 3 conditions climatiques différentes pour étudier l'adaptation à différents types de climats, très chaud humide, très chaud sec et très froid, pour avoir un comparatif. Et là, c'est intéressant parce qu'on ne parle plus d'un humain ou deux qui sont étudiés, on parle d'un groupe humain global qu'on peut étudier vraiment quand il est soudainement plongé à une nouvelle condition de température et de système de vie. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut avoir des études beaucoup plus vastes qui complètent encore une fois uniquement des études qu'on mène sur des humains qui vivent déjà ces conditions-là dans leur vie de tous les jours. Mais là, au moins, on peut avoir toute la donnée. Voilà un peu le travail qu'on mène. Alors, je vous passe un peu les détails, mais sachez qu'on a développé des outils scientifiques qui nous permettent d'être aujourd'hui très précis sur la notion cognitive, sur la notion physiologique, sur la notion sociale. On est capable de voir comment les humains vivent, comment ils interagissent entre eux, quelles sont l'implication des interactions humaines entre des humains. Et on mène évidemment aussi des IRM pré-post pour pouvoir voir l'évolution cognitive, cette fameuse plasticité dont on parle beaucoup, mais dont on va parler un petit peu parce qu'elle est indispensable à la notion adaptative, quelle qu'elle soit. Donc, on travaille sur l'humain en tant qu'individu, en tant qu'espèce, à savoir sa génétique, son système microbiote, son système physiologique, sa cognition. L'humain fait partie d'un groupe, donc on travaille forcément sur le groupe et le fonctionnement collectif, l'organisation sociale, et puis on travaille évidemment sur cette organisation sociale dans une condition environnementale écologique dans laquelle se trouve ce groupe. Et c'est bien cet ensemble-là qu'on doit comprendre pour comprendre la notion cognitive, physiologique et sociale de l'adaptation. Vous allez me dire, on parle d'adaptation, je vais vous définir ce que c'est. Vous n'arrêtez pas d'en parler, j'en parle tout le temps, et on oublie peut-être un peu des fois ce que ça veut dire. L'adaptation, c'est le passage d'un organisme, d'un état stabilisé et équilibré dans un système écologique précis, à un état stabilisé, équilibré dans un système écologique qui s'est modifié. C'est ça l'adaptation. J'arrive à me rééquilibrer et me stabiliser dans une nouvelle condition de vie. Si tout d'un coup, je vis habituellement en milieu tempéré à 30 degrés, 20, 25 ou 20 degrés, et que je passe à 45 degrés, j'ai besoin d'une adaptation personnelle, physiologique, cognitive, sociale et sans doute structurelle. Quand je dis ça, je dis bien équilibré et stable. Et ça veut dire plein mal de choses. Ça nous appelle à réfléchir sur 3 notions. La première, sur la notion de ce qu'est l'adaptation. Si je vous montre cette image, ça c'est nous dans le désert il y a quelques mois. Avec mon équipe, on était 20, on avait des systèmes de chariots qu'on tirait, et puis on a ces systèmes de bâches qu'on installait durant la journée pour se protéger du soleil. On a mis un nombre incalculable de fois à essayer, je mets des guillemets parce que ce n'est pas le bon mot en réalité, mais je l'utilise quand même, à adapter notre système de fonctionnement pour avoir une meilleure ombre. On changeait la structure, on changeait la position des chariots, la position des bâches, les machins. Enfin voilà, on a cherché à modifier la structure, tout ce qu'on pouvait. Puis à chaque fois, c'était la même chose, on vivait mal la situation quand on était dessous et qu'il fallait subir les 50 ou 45 degrés. Et c'est ça le problème qu'on a. C'est qu'on passe beaucoup de temps à chercher à modifier les structures sans penser que d'abord, l'adaptation touche l'humain. C'est nous, organismes vivants, qui devons nous adapter. Et pour ce faire, on doit modifier un certain nombre de choses, que ce soit nos comportements ou les structures. Mais ce n'est pas le contraire. Et quand vous regardez aujourd'hui les plans d'adaptation qu'on pond un peu partout, que ce soit ceux des villes, des régions, des sociétés, on ne parle que de modifications structurelles. Et on oublie que d'abord, il faut que l'humain se questionne quelle est la manière la plus efficace de m'adapter à une nouvelle condition. Parce que la structure, c'est la fin normalement de la réflexion, c'est la solution de facilité. Parce qu'on pense qu'on va pouvoir changer une structure, on n'a pas besoin de se questionner sur notre adaptation personnelle et notre adaptation comportementale. C'est facile la structure. Je construis un mur plus haut, je mets une digue ici, je mets un système là, et pendant quelques temps encore, j'arrive à tenir le choc face aux conditions.
jusqu'à temps que ce système-là ne fonctionne plus, puis j'essaierai de construire un mur encore plus haut. Et il y aura toujours une limite. Tant qu'on réfléchit comme ça, on va être aux limites adaptatives permanentes. Et c'est vrai qu'on raisonne comme ça parce que cognitivement, c'est facile. Parce que changer un comportement demande des modifications cognitives, physiologiques, personnelles profondes qui demandent un effort conséquent, on en reparlera un tout petit peu, alors que changer la structure, certes c'est un effort, il faut construire un mur plus haut, mais globalement c'est assez facile à faire, puis en plus on peut le faire à plusieurs. Résultat des courses, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de réfléchir? On réfléchit à la géo-ingénierie. On veut envoyer des miroirs dans le ciel ou du soufre dans le ciel pour éviter les rayons du soleil qui arrivent sur Terre. Là, c'est génial. On continue de faire exactement la même chose qu'avant, à savoir penser qu'on va pouvoir technologiquement résoudre le problème sans penser à toutes les systémiques que ça implique et aux applications à long terme que ça représente. Parce qu'on ne réfléchit pas à quoi devons-nous nous adapter et comment devons-nous humainement, cognitivement, physiologiquement et socialement le faire, et éventuellement, enfin, structurellement. On raisonne d'abord comment est-ce que structurellement je modifie les choses et accessoirement je verrai si ça modifie mon comportement. Et ça, c'est le problème adaptatif premier. Le deuxième problème, c'est de le mot équilibre. En réalité, si nous considérons la vie d'aujourd'hui, nous ne sommes pas adaptés à notre monde. Je vous prends un exemple tout bête. Imaginons, moi j'ai envie de m'adapter à la vie d'un milliardaire. Ce serait cool, quoi. Je dis, tiens, allez, demain, je vais tenter de vivre la vie d'un milliardaire. Je vais aller à la banque, je vais leur emprunter de l'argent en disant que je vais acheter une maison, mais en fait, je la prends pour vivre ma vie de milliardaire. Je vole peut-être quelques copains au passage. Je fais un crowdfunding. Bref, j'ai plein d'argent et je vis pendant quelques temps la vie d'un milliardaire. Je vais aller dans un hôtel 5 étoiles, je dormirai dans des draps de soie, je prendrai un jet privé. Enfin, tout ça, ça va être génial. Et pendant un temps, je vais vivre de manière fabuleuse. Ce sera génial. Je serai adapté à la vie de milliardaire parfaitement. Il y a pire comme adaptation. Je veux dire, j'aurais pu m'adapter à SDF. Là, j'ai choisi de m'adapter à la vie d'un milliardaire. Et qu'est-ce qui se passe le jour où j'ai plus d'argent? Parce que forcément, ça arrivera, parce que je ne suis pas milliardaire. Du jour au lendemain, quasiment, tout va tomber. Soit parce que j'aurai plus d'argent, soit parce que la police m'arrêtera, parce que j'ai été chercher l'argent au mauvais endroit. Je n'étais pas adapté à la vie d'un milliardaire. J'étais over-adapté. C'est une terminologie qu'on utilise aujourd'hui dans notre institut, comme nous sommes over-adaptés à notre situation territoriale actuelle. Nous utilisons plus de ressources que ce que nous pouvons en avoir à long terme. Donc oui, depuis 70 ans, nous pensons que nous sommes adaptés à nos territoires terrestres, alors que nous ne sommes pas adaptés, puisque nous ne sommes pas en équilibre sur ces territoires, puisque nous utilisons plus de ressources que ce qu'il y a à nous offrir. L'adaptation doit se considérer en fonction de la stabilité que nous avons, celle de vivre très bien comme un milliardaire, et de l'équilibre à long terme que représente cette adaptation. Si cette notion d'équilibre manque, il n'y a pas d'adaptation. Et la réalité donc aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une question de savoir s'il faut atténuer, pas adapter, c'est que tout simplement, nous ne sommes pas adaptés à notre territoire depuis maintenant des décennies, et que nous devons faire le travail aujourd'hui, non pas de chercher à savoir comment on vivra dans 50 ans, mais déjà comment on vivra aujourd'hui, adapté en équilibre avec notre monde actuel. Et notre travail, il est là. Il est bien sûr de prévoir le futur, d'imaginer quand il fera plus chaud, mais d'abord de se dire comment pouvons-nous fonctionner aujourd'hui de manière adaptée à notre système territorial mondial et non pas seulement dans une sorte de prélèvement prédateur d'over-adaptation que nous sommes en train de faire. Parce que tout ce qu'on dit là aujourd'hui, et j'en suis désolé pour tout le monde, parce qu'il y a un point qui est important, c'est le... J'avais mis une jolie image d'équilibre. Voilà, ça c'est l'équilibre. Bon, un petit coup de vent, puis ça ne tient plus. Mais... Donc l'équilibre, c'est fragile. On est donc maintenant face à quelque chose d'assez simple, c'est qu'on va devoir, en tant qu'humain, se poser la question de ce que nous sommes dans ce système-là. Et pour ça, il va falloir qu'on essaie de comprendre un petit peu mieux ce qu'on est. Si je prends cet homme-là qui est au milieu de l'image ici, qui marche dans le marché, c'est intéressant parce que la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne saurais pas vous dire, cette personne, comment fonctionne son cerveau, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il a fait le matin, quelles sont ses émotions, qu'est-ce qu'il a envie. Bref, il reçoit un nombre d'informations considérables que personne aujourd'hui n'est capable de mesurer. Donc c'est pour ça que c'est si compliqué, quelque part, de réfléchir à l'adaptation humaine, c'est parce que ça fait rentrer en jeu un nombre considérable de notions
qu'il faut mettre ensemble pour arriver à trouver des bonnes solutions. Mais il y a quand même une chose qu'on commence à savoir de manière assez bien, c'est que les décisions que nous prenons, toutes nos décisions, sont basées sur nos émotions. L'adaptation, c'est donc une question d'émotion. Quelles sont les émotions qui peuvent me permettre de ressentir quelque chose qui me pousseront à changer un comportement? La seule question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les émotions? Et comme on cherche à changer les structures avant de changer l'humain, on a balayé totalement la notion émotive, et on a balayé ça tellement fort que la réalité, c'est que tout ce qu'on sait aujourd'hui, alors certes, on a des chiffres un peu plus précis, des choses plus connues, mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça fait 70 ans qu'on le sait, et un peu plus en réalité. Je veux dire, quand on a Louis de Funès qui, en 1955, sur ce qui était à l'époque au RTF, Antenne 2, dit on est en train de pourrir notre climat et il faut arrêter les pesticides, on est en 1955. Quand, en 72, les nations se réunissent à la conférence de Stockholm pour dire on a un problème de climat, on est en 1972. Quand en 79, ces mêmes nations se réunissent à Genève pour dire bah, tiens, on a découvert qu'effectivement le changement climatique était bien anthropique et il n'y a plus de doute là-dessus, il va falloir faire quelque chose, on est en 79. Et on est encore aujourd'hui à se dire tiens, dis donc, on ne sait pas trop comment faire. C'est quand même fou. Pourquoi ? Parce que durant toutes ces années, et ce n'est pas du tout une critique des personnes qui l'ont fait, j'insiste avant de le dire, pendant toutes ces années, on a pensé que donner les chiffres et les données suffirait à comprendre pourquoi il faut changer. Un chiffre ne fera jamais changer quelqu'un. Une information technique ne fera jamais changer quelqu'un. Une émotion fera changer quelqu'un. Toute la question qu'on a à se poser aujourd'hui, dans nos plans d'adaptation, c'est quelles sont les émotions que nous allons provoquer aux gens pour qu'ils aient la compréhension du besoin de changer. Le jour où on commencera à raisonner là-dessus, on commencera déjà à mettre le doigt sur quelques solutions. Et comment est-ce qu'on provoque des émotions ? Il y a plein de solutions évidemment, mais le premier endroit où les émotions se structurent, c'est à l'école. Tant que nous ne changerons pas notre système scolaire et éducatif, nous ne pourrons pas nous adapter. Et ce n'est pas une critique des professeurs ou des instituteurs et de toutes les personnes qui font leur boulot, qui font partager des émotions. Ça, ce n'est pas le problème. C'est simplement que la question, c'est les émotions en rapport à un besoin structurel de changement climatique, environnemental, sociétal et technologique. On doit repartir aujourd'hui à la base. Parce qu'il va falloir qu'on accepte, peut-être qu'on s'est trompé. Que depuis pas mal d'années, on essaie des systèmes qui n'ont pas apporté de fruits, puisque 70 ans après les alertes qu'on commence à avoir dans les années 50, et quand je dis les années 50, je suis gentil, parce que quand on prend von Humboldt en 1872 qui dit « nous sommes en train de détruire la forêt tropicale alors que nous n'y sommes pas encore venus », c'est pas nouveau. Donc, on est en train de constater aujourd'hui qu'on va devoir redéfinir l'acceptation de ce que nous sommes, nous, humains, dans un contexte de transformation. L'acceptation, c'est la base de l'adaptation. On ne peut pas s'adapter sans accepter la situation qui est la nôtre environnementale présente. Quand je dis accepter, je ne dis pas se résigner, je ne dis pas abandonner, je ne dis pas ouais, bah, c'est foutu, non. L'acceptation, c'est la capacité de prendre une donnée exactement pour ce qu'elle est. Je ne sais pas si j'ai... tiens, j'ai un cerveau. C'est la capacité d'envisager un territoire de manière réelle. Quand on est dans un changement, la problématique qu'on a, c'est assez simple. Nos cerveaux, leur boulot, pendant toute leur vie, surtout quand on est enfant, tout petit, là, des premières années, c'est de créer des panneaux indicateurs, à savoir des systèmes qui permettent de résoudre un problème sans aucun effort. Si je veux marcher, quand je suis petit, je vais apprendre à marcher et je vais créer dans mon cerveau les systèmes fonctionnels de la marche, qui fait que quand je vais le faire aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'utiliser d'énergie dans mon cerveau pour le faire. Donc tout notre travail pendant notre enfance, puis ensuite notre petite vie d'adulte, c'est de générer ces panneaux d'indicateurs qui me permettent de fonctionner sans énergie, pour pouvoir consacrer l'énergie à autre chose. Le problème du changement, de la transformation, c'est qu'elle pousse
à détruire ces panneaux indicateurs. Non pas les panneaux indicateurs structurels de je marche, je pense, je respire, mais des paramètres qu'on a créés pour définir une situation dans laquelle on vit. Tout d'un coup, tout a changé. On est dans une sorte de brouillard émotif. On ne sait plus trop où on en est. Et notre but à ce moment-là, la plupart du temps, c'est quoi? C'est de chercher ce qu'on avait avant. C'est de chercher ce qu'on n'a pas. Si vous regardez quand vous mettez une personne dans une nouvelle situation, la quantité de fois où une personne dit « j'aimerais bien avoir ça » ou « j'avais ça, je ne l'ai plus » ou « qu'est-ce que les autres ont ?» mais pas « qu'est-ce que j'ai ?» C'est quoi ma situation, mon périmètre, dans lequel je vais devoir recréer un chemin, dans lequel je vais devoir créer une route. Mais si je n'ai déjà pas accepté ma nouvelle situation, je ne peux pas commencer à créer cette route parce que je ne sais même pas dans quelle situation je suis. Et ça, il faut admettre une chose, c'est que ça demande un courage énorme. Ça demande du courage. Une personne qui doit s'adapter doit être soutenue dans tout ce qu'elle fait parce que c'est difficile. Parce que ça va demander d'aller chercher quelque chose de très simple. Alors moi, je suis désolé de dire ça, on aimerait bien qu'on soit tous super altruistes, tout ce machin. Mais la réalité, c'est que nos cerveaux, ils fonctionnent sur un système d'évaluation coût-bénéfice en permanence. En gros, je vous fais ça très court et très simplement, mais si je cherche quelque chose, je sais que je vais dépenser de l'énergie, de l'argent, de la force, de la puissance ou quoi que ce soit, et je veux que le bénéfice que je vais en retirer soit à minima équivalent, sinon supérieur au coût que j'ai dépensé. C'est comme ça que fonctionne un cerveau. J'évalue mes situations en fonction de qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va me rapporter. Alors je sais, ça paraît très économique comme définition, puis on se dit « waouh, c'est quasiment capitaliste, hein, le cerveau est capitaliste, mince ». Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas le sujet. C'est que le cerveau, il a besoin de savoir pourquoi il fait une action. Il a besoin d'avoir un but clair sur lequel il peut définir ce que ça va lui demander de mettre en œuvre. S'il estime que tout ce qu'on a à disposition dans le futur est beaucoup moins bien que ce que j'ai aujourd'hui, j'aurai beaucoup de mal à mettre en œuvre cette notion du coût que je vais devoir dépenser. D'où le fait que généralement, quand on est dans une situation nouvelle qui nous fait peur, elle nous coûte donc émotionnellement de la peur, du stress et tout ce qu'on veut, on a tendance à se dire j'aimerais bien revenir à ce que j'avais avant, ce serait plus simple parce que ça je connais. Y compris d'ailleurs, et c'est ça qui est drôle, si je n'aimais pas ce que j'avais avant. Hein. C'est complètement fou. Des fois, moi j'ai vu des gens chercher à fond de revenir à ce qu'ils avaient alors qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils avaient. Bref, on est humain, il faut l'accepter. Et donc, puisqu'on fait toujours ce calcul, on doit bien comprendre que pour pouvoir faire cet effort de créer un nouveau chemin, il faut qu'il y ait un but qui soit suffisamment intéressant et fort pour vouloir le construire. Et ça, c'est bien intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que faire peur, par exemple, est une bonne solution adaptative. Je te fais peur, donc tu vas changer. Pas du tout. Si j'ai peur, je me protège, je me renferme et j'attends que ça passe. Alors il y a quelques peurs qui peuvent nous pousser un peu, mais en réalité pas. On essaie de dire aux gens, t'as pas de temps. Voilà, et encore une fois, je ne critique personne parce que chacun fait de son mieux et il n'y a vraiment pas de discussion là-dessus. Mais quand on donne un ultimatum, quand on dit on a 1000 jours pour tout changer, on rentre dans un système de syllogisme impossible pour le cerveau. Le cerveau, il fait un calcul tout simple. Il faut que tout soit changé en 1000 jours. Moi, je ne sais même pas si j'arriverai à changer, mais je sais qu'autour de moi, ça ne changera pas en 1000 jours. Donc, si on me dit qu'il faut tout changer en 1000 jours, sinon c'est foutu, mais que je sais qu'on ne pourra pas changer en 1000 jours, je ne change pas. C'est aussi basique que ça. C'est triste, hein, dans un sens, peut-être. On peut se dire, mince, apprendre qu'on a cet ultimatum ou savoir qu'une limace a disparu au Bangladesh devrait me suffire pour agir. Ben non. Et notre première acceptation aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être qu'on va devoir relier notre adaptation, qu'elle soit structurelle, fonctionnelle ou quoi que ce soit, à cette réalité humaine de « j'ai besoin de ressentir une émotion qui me touche personnellement pour pouvoir entamer un chemin de changement ». Je suis désolé, je sais que ce n'est pas drôle, mais c'est une réalité cognitive. Et notre travail aujourd'hui dans cette pièce, vous toutes et tous qui travaillez sur ces sujets, quelque part vous savez tout ça, je ne vous apprends rien. Ce n'est pas le sujet de vous apprendre ou pas de vous apprendre quelque chose. Le sujet, c'est qu'on se pose collectivement la question de on a un besoin réel, parce qu'il y a une réelle urgence, hein, les 1000 jours, ils sont peut-être vrais, la question n'est pas là.
mais en quoi on le relie à une fonction émotive profonde qui permet à une personne d'agir. Parce qu'évidemment, le problème qu'on a, c'est que notre futur, on ne l'a pas encore vécu. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Donc comment est-ce que je ressens une émotion pour un futur que je ne connais pas encore et pourtant pour lequel je dois changer? Ça, c'est un sacré défi. Et c'est ça qui me permettra d'évoluer. Donc évidemment, on va essayer de mettre en place plusieurs choses. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je crois que je parle beaucoup. Ouais. Je vais essayer en quelques minutes de vous décrire encore 2-3 trucs, puis après je vous laisserai poser des questions si vous en avez. Mais il y a quand même des choses positives dans tout ce que je viens de vous dire, hein, je vous rassure. Là, voilà, c'est bien parce qu'on commence à comprendre des choses. La première chose, évidemment, alors moi je me sers beaucoup des expéditions qu'on mène comme base de référence, même si ça vient de beaucoup plus de travaux scientifiques, les données qu'on a, mais je trouve intéressant de voir. Donc nous, on entre un jour dans une grotte pendant 40 jours, hein, donc vous imaginez, hein, vous vivez à Paris, vous êtes tranquille, et du jour au lendemain, pouf, vous entrez dans une grotte, vous êtes dans le noir absolu, vous avez quand même un petit espace où il y a de la lumière qu'on peut allumer ou éteindre, il fait 10 degrés, 100% d'humidité, et vous n'avez plus aucun rapport au soleil, plus aucune communication avec l'extérieur, plus encore rapport au temps. Ça fait une petite modification de vie, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a vu quand même dans l'adaptation, c'est qu'il y a une systémie. Donc ce qu'on observe de manière adaptative sur un groupe comme ça est applicable sur d'autres groupes humains dans une situation de changement différente. Donc la systémie d'adaptation, elle est là. Au début, quand vous êtes dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Très logiquement, sauf si vous êtes en tétanie, parce que la situation est dramatique, mais là c'est un autre problème. Mais si vous êtes dans une situation où vous êtes en capacité de décider, alors vous allez émotivement chercher à comprendre ce qui vous arrive. Vous allez d'abord chercher l'endroit où vous êtes, les personnes avec qui vous êtes, qui sont-ils, qui sont-elles, comment elles fonctionnent, comment fonctionne ce nouveau territoire, qu'est-ce que je dois faire. Enfin bref, vous allez chercher à tout comprendre de ce nouveau territoire, et résultat du cours, vous allez fatiguer votre cerveau. Parce qu'encore une fois, le cerveau, quand il travaille, il se fatigue beaucoup. Et pendant quelques jours, vous allez être capable d'être en sur-régime, comme ça, vous allez essayer de tout comprendre, et puis tout d'un coup, vous allez tomber en apathie. Pratiquement du jour au lendemain, vous arrêterez d'essayer d'emmagasiner de nouvelles informations. Parce que c'est trop dur, parce que ça va trop loin. Et ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, que vous êtes en dépression. Non, c'est juste que vous ne pouvez plus emmagasiner de nouvelles informations, que vous avez besoin d'un temps qui va durer quelques jours, voire quelques semaines, où vous allez simplement vous replier sur vous-même et essayer déjà de comprendre ce qui vous arrive. Et à partir de là, il va falloir en sortir de ça, parce que tout seul, quand vous êtes replié sur vous-même, vous n'arrivez pas à chercher une solution commune. Et donc, il va falloir générer pas mal de choses. Tiens, ça, c'est par exemple nous, dans cette période-là. Il y a bien quelqu'un dans le sac de couchage. Hein. Voilà. C'est vraiment ça qui se passe. Hein. C'est physique. C'est-à-dire qu'on a besoin de... Je ferme un peu les écoutilles, puis j'arrête de m'occuper des autres. Et ça, il faut le comprendre. L'adaptation n'est pas instantanée. L'adaptation n'est pas instantanée. Elle prend du temps. La réaction est rapide. Et on pense souvent que parce qu'on a réagi, on s'est adapté. Moi, j'entends des gens dire j'ai évité une flaque d'eau par terre, je me suis adapté. Non, les gars, tu as évité une flaque d'eau, quoi. L'adaptation, c'est un changement structurel d'une fonction cognitive, physiologique ou sociale qui te permet de vivre stabilisé et équilibré dans un nouveau territoire. Ça prend du temps. Et ce temps, ça passe par l'apathie. Ça va passer par une phase de reconstruction ensuite. Et cette reconstruction, elle a besoin de 2 choses. Elle a besoin d'un déclencheur émotif. S'il n'y a pas de déclencheur émotif, il n'y a pas de reconstruction dans un nouveau territoire. Nous avons donc besoin des émotions. Alors l'émotion, elle peut venir par quelque chose de très beau, comme ici. Ça, c'est une des salles de la grotte où on était, qui est absolument splendide. Donc les gens, je les ai invités à visiter la grotte, à se déplacer, à les voir, à recréer un lien avec leur territoire fort. Et ce lien, ils l'ont créé, c'était fabuleux, ils ont tous adoré ça. Et puis évidemment, ensuite, il va y avoir les autres humains. On sait aujourd'hui que la coopération est l'une des émotions les plus puissantes que peut ressentir un humain pour avoir envie de changer. La coopération, pas la collaboration. Ce n'est pas juste faire ensemble, c'est vouloir faire avec. C'est savoir que si moi je n'y arrive pas, et si l'autre n'y arrive pas en même temps que moi, alors on n'a pas réussi. C'est vouloir être ensemble. Pour ça, il faut comprendre l'autre. Il faut savoir quels sont ses propres leviers et mes propres leviers. Si je veux aider quelqu'un, puisqu'on sait que c'est les émotions qui vont déclencher un changement, je dois comprendre quelles sont les émotions que les autres vont avoir envie de ressentir au moment où ils en ont besoin. Ça, c'est la coopération. Et ça permet de faire des choses assez intéressantes. Je ne vais pas sur cette image. Et je fais un petit aparté rapide pour vous dire un truc moyennement rigolo. C'est que la coopération diminue à force que la température augmente. Plus on a chaud,
plus la capacité sociale diminue. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez, je le ferai après, mais le temps est compté. Mais en gros, en résumé, le cerveau, quand il est en chaleur, cerveau en chaleur, c'est pas très joli comme mot, ça va prêter à confusion. Un cerveau, quand il a très chaud, il doit forcément se protéger au maximum, parce que notre cerveau, s'il dépasse une température de fonctionnement, il meurt. On le sait tous, hein, si vous êtes à 36 degrés et vous montez à 39 degrés de votre corps, votre cerveau monte aussi, lui va être un tout petit peu en dessous, mais si on continue de monter en température, il ne va pas s'en sortir. Donc il cherche à tout faire pour réduire sa température. Pour réduire sa température, une solution, réduire la quantité de pensée, entre guillemets, de fonctionnement cognitif, la quantité d'échanges entre neurones. Pour ce faire, il va devoir éliminer certaines compétences qui ne servent pas immédiatement à sa survie. Donc il a toujours besoin de faire fonctionner son cœur, son cerveau, son machin, tout ça, enfin son système digestif, sa respiration et tout. Donc il peut éliminer quoi? Il peut éliminer les mémoires à court terme qui ne servent à rien. Donc qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, on s'en fout. Et il peut éliminer les fonctions sociales qui ne sont pas indispensables à ce moment-là. Donc il va couper des fonctions qui ne sont pas indispensables. D'où le fait que plus il fait chaud, moins on est coopératif. Donc on a intérêt à sacrément créer de la coopération aujourd'hui parce que demain, elle sera beaucoup plus dur à créer. Bref, la coopération, c'est fondamental. La deuxième chose qui est importante, c'est notre compétence à l'imaginaire et l'espoir. Alors je sais que l'espoir, il y a des gens qui le décrient aujourd'hui. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps un philosophe à 2 balles dire que l'espoir était la pire des choses. Et pourtant, l'espoir est la base même de nos structures mentales. Si vous n'avez pas d'espoir, vous ne pouvez plus rien faire. L'espoir, c'est si je traverse la rue, j'espère arriver de l'autre côté vivant. Mais si je n'ai que cet espoir, ça ne suffit pas. Il faut qu'il se traduise en acte. J'ai l'espoir d'arriver de l'autre côté vivant, et pour ce faire, je crée l'acte de regarder à gauche et à droite s'il n'y a pas de voiture qui arrive, et je traverse. Donc l'espoir seul est effectivement un non-sens parce qu'il ne nous permet pas de vivre le présent, mais l'espoir transformé en acte est la façon de faire face à un changement. Et je pense souvent à Magellan quand je parle de ça, parce que Magellan, en 1500, il va voir le roi du Portugal pour lui demander des navires pour aller voir au-delà de ce que Colomb a découvert, parce qu'il pense que la Terre est ronde, enfin, tout le monde le sait à l'époque, sauf les religieux, mais il va voir, et le roi du Portugal, en 1500, hein, lui répond « Mais monsieur, à quoi cela sert-il? Nous savons tout sur tout. » Ça, c'est fabuleux. Nous, humains, avons toujours pensé que parce que nous avions compris quelque chose, nous savions tout. Et encore une fois, on pense un peu pareil aujourd'hui pour le climat. On pense qu'on a les solutions. J'entends plein de gens me dire, il y a les solutions, il suffit de les appliquer. Si on a les solutions, les gars, appliquons-les. Mais une solution n'existe que lorsqu'elle est acceptée et appliquée. Avant ça, c'est qu'une parole. Pour qu'une solution existe, il faut qu'elle soit acceptée émotionnellement par la population. Nous n'avons donc pas encore les solutions pour faire face aux problèmes climatiques. Nous avons donc besoin de cet imaginaire, ce vers quoi nous voulons aller. On parle de la restructuration des narratifs, c'est vrai. Magellan, heureusement, a eu ses bateaux, il est parti, il a découvert un petit détail qui s'appelle le Pacifique, mais parce qu'il a gardé cet imaginaire et son espoir. Si nous coupons ça, si nous cassons ça, nous n'avons aucune raison de faire l'effort du coût cognitif que représente un changement pour le futur. Nous avons besoin de l'espoir et de l'imaginaire. Et puis, accessoirement, nous avons besoin d'une troisième chose, la plus importante peut-être, et je finirai là-dessus, c'est le temps. Nous ne nous adaptons pas en un instant, il faut accepter le temps d'adaptation. Donc quand vous avez une personne qui entame une procédure de changement, qui décide d'arrêter, par exemple, de manger de la viande, de faire des fonctions qui lui permettra d'atténuer son impact, il faut accepter que ça ne se fait pas en 5 minutes. Et au lieu de critiquer quelqu'un qui essaie d'arrêter de manger de la viande mais qui continue d'utiliser un smartphone, accompagnons-le, félicitons cette personne, aidons les personnes qui veulent changer parce que ça demande du temps. Et enfin, le temps, nous avons fondamentalement besoin de temps cognitif. Dans Deep Time, j'ai une surprise qu'on a eue, c'est que tout d'un coup, tout le monde s'est mis à parler de liberté. Ça a été une vraie surprise pour nous. On était enfermés dans une grotte, dans le noir, et les gens commencent à parler de liberté. On a donc travaillé un peu là-dessus. On a constaté un truc tout bête. C'est que dans la vie de tous les jours, nous recevons une quantité d'injonctions temporelles hallucinante.
des milliers d'informations par jour. La moindre notification sur un téléphone portable est une notification. Vous êtes là, je suis en train de vous parler, tout à coup j'ai un bip-bip. C'est quoi ce bip-bip? C'est un pote qui me souhaite bonjour et c'est ma banque qui m'avertit que j'ai un découvert et qu'il va falloir faire quelque chose. Donc je regarde, donc je m'intéresse. Mon cerveau est attiré. Il lui faut 3-4 secondes pour traiter cette information. Imaginez que vous marchez dans la rue, le nombre de publicités, d'informations, de systèmes, de mails, de réseaux sociaux, de notifications, de personnes qui vous parlent, de bruit, de son, de lumière. Nos cerveaux sont surchargés d'informations. Il n'y a plus d'espace pour la réflexion. Pire, il y a moins d'espace pour les émotions. Comme les émotions sont la base de l'adaptation, si nos cerveaux sont suroccupés par des bruits ambiants, nous avons moins d'espace pour nous adapter. Dans les solutions adaptatives que nous devons mettre en place aujourd'hui, au-delà des murs, des maisons, des peintures blanches sur les parois et autres, il y a l'obligation de réduire la quantité informative quotidienne que nous recevons. Parce qu'un cerveau qui n'a pas l'espace pour penser n'est pas utile à l'adaptation. Voilà, je vous ai parlé d'éducation. Je pense sincèrement qu'il faut qu'on bosse là-dessus, qu'on réduise la formation cognitive, qu'on aille sur l'imaginaire, qu'on aille sur l'espoir. On doit aujourd'hui faire vivre des choses. On a parlé de projection, d'action, de décision, d'émotion. Il faut donc qu'on place les gens dans la capacité de comprendre le futur. Nous, c'est ce qu'on va faire. On est en train de créer le Climate Sense et j'espère qu'on aura l'occasion de tous le faire ensemble. On va pouvoir faire vivre concrètement le climat du futur à 50 degrés aux populations dans leur métier pour qu'elles puissent comprendre que c'est inopérant et avoir envie de changer. Il faut créer des micro-expériences. Réfléchissez à tout ce que vous pouvez faire pour faire vivre ce que serait le futur et créer les émotions liées au futur pour arriver à faire changer les gens. Et ça, il faut vraiment le faire. C'est notre but aujourd'hui. Et puis, pour oublier une chose toute simple, c'est qu'on pense beaucoup à notre futur. Il y a des gens qui le décrivent comme étant merveilleux parce que la technologie aurait tout résolu. Il y a des gens qui pensent que c'est déjà foutu. Vous et moi, on sait très bien que ni l'un ni l'autre n'est vrai. Mais que si, par contre, chaque humain sur cette planète a le cerveau suffisamment libéré pour pouvoir créer ses émotions, projeter un futur et le partager avec les autres en coopération, il n'y a quand même pas beaucoup de raisons qu'on n'y arrive pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions pour Christian Clot? Oui. Bonjour, Nicolas Guillet, je suis animateur des ateliers d'adaptation au changement climatique, notamment. Merci pour cette présentation très intéressante. Je m'interroge sur, du coup, le rôle, effectivement, des émotions dans le changement et dans l'adaptation. Et vous avez évoqué que le fait que la peur n'est pas nécessairement un bon moteur pour changer. Mais du coup, quelles seraient les émotions propices au changement? Et notamment, est-ce que vous pensez que la colère peut être une émotion qui est propice au changement ou pas? Voilà. Merci. Alors, merci pour la question. Je vais nuancer un tout petit peu ce que j'ai dit sur la peur, parce que c'est vrai que la peur n'est pas en soi un moteur, il peut le devenir si on comprend pourquoi on a peur. Le problème de la peur, souvent, c'est qu'on la met un peu sous le tapis. La plus belle exemple, c'est la peur des araignées. Par exemple, il y a des gens qui ont peur des araignées, voilà, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Hein. On a peur des araignées, et il n'y a pas grand monde qui s'est jamais posé la question de savoir pourquoi j'ai peur des araignées. Est-ce que j'ai déjà été attaqué par une araignée, par exemple? Rarement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de questionner sa peur, on cherche à ne pas avoir d'araignée. Avec 3 problèmes. Le premier, c'est que on sera toujours la première personne à l'avoir dans une pièce, si on a peur des araignées, parce que justement, la peur est une alerte. Donc, si on a peur des araignées, on les verra tout le temps. Donc, on aura tout le temps peur. Deuxième problème, c'est que si un jour je suis seul dans une pièce et qu'il y a une très grosse araignée, je vais paniquer totalement et je serai tétanisé. Et donc, ça ne marche pas. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et ces personnes qui ont peur des araignées peuvent aller voir, par exemple, au Muséum d'histoire naturelle et faire un travail pour comprendre d'où vient leur peur et la dépasser. Et le problème de la peur, c'est que souvent, on ne cherche pas à la comprendre, on la pousse de côté, et donc elle ne sert pas, effectivement. Donc si vous voulez vous servir de la peur dans les ateliers ou quoi que ce soit, il faut se servir d'une peur qui permet aux gens de comprendre, voilà, ça peut faire peur, et qu'est-ce que je vous propose, très concrètement, pour y faire face? Là, oui, ça peut être utile. La colère, c'est évidemment quelque chose qui est... Alors, on a 6 émotions fondamentales, dans la colère, la peur, la joie, le plaisir, le dégoût. Et la colère en fait donc partie, donc on se met tous en colère à un moment donné à un autre, et je pense que beaucoup de monde sont en colère par rapport à ce qui se passe pour le changement. Oui, ça peut être un moteur, mais là encore, une colère sourde, une colère éclatante ne va pas servir. Il faut que cette colère, elle se transforme en action concrète. Donc le résumé de ça, en fait,
C'est que colère ou peur, ou même joie ou plaisir, d'ailleurs on pourra parler du plaisir, doit se structurer en actes. Et s'il n'y a pas cette structuration en actes, alors ce ne sert pas à grand-chose malheureusement. Donc l'acte sera toujours le fondateur. Et l'acte, il est super intéressant parce que non seulement il nous fait du bien à nous, c'est-à-dire qu'il nous met en mouvement, mais en plus il est exemplaire pour les autres. Parce que je n'ai pas parlé aujourd'hui de la confiance, de l'exemplarité, tout ça, je n'avais pas le temps, mais si on voit l'autre agir, on peut se moquer de lui, on peut, mais petit à petit avoir, tiens, cette personne agit, elle aussi, lui aussi, petit à petit on se sent comme un petit peu obligé aussi d'y aller, quoi. Donc l'acte, c'est super fondateur. Enfin, il y a le plaisir. Alors le plaisir, vous allez me dire, c'est quand même difficile de parler plaisir par rapport au changement climatique, aux changements environnementaux et tout ça. Et pourtant, c'est fondamental. Sans plaisir, un système humain ne fonctionne pas. C'est comme ça. Le plaisir, il apporte deux choses. Il apporte une capacité de dérivation, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes dans une situation difficile, vous avez cette capacité d'avoir un instant de plaisir qui vous dérive, mais en plus, il est très utile au cerveau. Parce que le cerveau, en fait, quand il est en stress, quand il est en peur, quand il est en colère, quand il est tout ça, il rentre dans un système de tunnelisation, à savoir qu'il va voir plus que le problème qu'il est en train d'essayer de gérer, donc il va se fermer à tel point qu'on ne verra plus rien d'autre. L'exemple le plus édifiant qu'on connaisse, c'est le vol Brésil-Paris qui s'était crashé, le vol Air France qui s'était crashé, parce qu'il y avait une sonde qui était tombée en panne, et la sonde disait que l'avion était en train de tomber, donc les gars essayaient de relever l'assiette jusqu'à décrocher. Et au moment avant qu'ils décrochent, les alarmes de décrochage, qui sont quand même à 120 décibels, résonnaient dans le cockpit. Et les pilotes étaient tellement concentrés sur la sonde qu'ils n'ont pas entendu les alarmes. Ça, c'est la tunnelisation. Et malheureusement, la colère et la peur nous rentrent dans cette tunnelisation. Donc le plaisir nous permet d'en sortir. Donc il faut arriver à créer des plaisirs, il faut arriver à créer des joies, il faut créer des espoirs. Et c'est vrai que tout ça, c'est difficile dans ce monde-là. Et pourtant, c'est nécessaire. Donc voilà un petit peu les outils que vous avez, quoi. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. Merci. Moi, je me pose une question simplement. J'ai bien entendu donc émotion, espoir, qui se transforme en acte. Mais derrière tout ça, je me dis que quand même, il manque un élément qui serait ces imaginaires, ces storytelling, on pourra l'appeler comme on veut, et qui devrait reposer sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Jusqu'à présent, l'humanité a toujours pris des références dans son passé ou à côté. Et là, on n'a pas de référence. Comment construire un imaginaire qui soit heureux, souhaitable, etc., alors qu'on n'a rien pour l'imaginer? Oui, c'est une très bonne question et c'est peut-être le sujet, vous avez complètement raison, c'est-à-dire que il faut qu'on crée un projet pour le futur. Si on n'a pas de projet, on n'arrive pas à se mettre en œuvre. Et ce projet, c'est lequel? Si effectivement ce n'est que le récit de quelque chose qu'on a déjà eu et sur lequel on va faire 2-3 petites transformations, ça ne marchera peut-être pas. Donc, mais maintenant, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de Magellan qui ont cette capacité de projeter un Pacifique qu'il n'a encore jamais vu, mais qui pense existant. C'est très compliqué. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de systèmes, notamment l'armée le fait, qui crée ce qu'on appelle des red teams, donc des groupes de spécialistes de science-fiction, de bande dessinée et autres, qui se réunissent et qui conçoivent, alors pour l'armée, c'est la guerre du futur, et qui effectivement nous sortent des scénarios qui, sur le papier, des fois, nous paraissent totalement aberrants. Sauf que dans cette aberration, il y a peut-être effectivement un certain nombre de choses vraies, on le voit bien. Moi, je ne sais pas si vous avez vu cette image, par exemple, moi elle m'avait sidéré. J'étais en 1946, la télévision suisse romande, enfin qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais la TV suisse, quoi, c'est Alina, sort une émission, on voit des gars qui se baladent avec un petit boîtier comme ça, un écran télé, avec une antenne, ils disaient, vous allez voir, dans 50 ans, les gens marcheront dans la rue sans se regarder, regarderont l'écran d'un objet ils pourront communiquer avec et tout ça. On est en 1946. Comment les gars ont sorti ça, quoi? Moi, je suis sidéré. J'aimerais bien, malheureusement, la personne est morte, mais j'aurais adoré savoir comment la personne a construit son imaginaire pour imaginer que dans 50 ans, on allait tous regarder des téléphones portables en marchant dans la rue. Et c'est ces gens-là dont on a besoin. Donc, ouais, il faut créer. Je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Je précise toujours que je dis les choses parce que je ne veux pas jamais croire que je critique les choses parce que tout est utile. Mais on a les fresques du climat, les fresques du machin, tout ça. Et on commence à avoir enfin des choses qui arrivent qui sont des fresques du nouveau récit, quoi, quelque part. Alors il faut ce nouveau récit, mais pour ça, il faut avoir des imaginaires qu'on va développer ensemble. Mais une fois qu'on a l'imaginaire, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut mettre l'action en œuvre. Voilà, c'est ça. Mais vous avez complètement raison que c'est une indispensable nécessité que d'imaginer ce futur. Et il faut l'imaginer dans un état d'équilibre et non pas de continuer d'imaginer
le tout. Il faut imaginer, nous, ce qu'on a vraiment besoin pour vivre, en fait. De quoi on a vraiment besoin? Qui, dans cette salle, peut me dire « j'ai pas l'impression que tout va trop vite ». Est-ce qu'il y a une personne qui peut me dire « non, mais tout est cool ». Non, ça va trop vite. Donc, on a besoin de récupérer du temps. Qui peut me dire que c'est normal que je puisse consommer à fond et que d'autres n'aient rien du tout? Non, on est bien d'accord que ce n'est pas normal. Donc, il faut réfléchir la quantité de choses qu'on consomme. Et quand on commence à regarder, je dois récupérer du temps, je dois récupérer une capacité de consommation qui est à mon échelle, mais qui n'est pas au-delà de mon échelle, et ainsi de suite, on peut commencer quand même à construire pas mal de choses. Et quand on dit aux gens, on va récupérer du temps, on va réduire un peu la vitesse. Moi, j'ai personne qui me dit « ah non, ça ne sert à rien ». Si, quelques personnes, mais pas grand monde. Et on fait tout le contraire. Je me rappelle quand je suis sorti de Deep Time, donc j'ai passé 40 jours dans une grotte hors du temps, et j'étais rentré dans la grotte à un moment donné. Je sors de la grotte, j'arrive à Paris, je prends mon vélo, j'avais un interview, c'était à Radio France, je prends mon vélo, et je suis un bus avec une grande affiche, livraison en 2 heures. J'ai là, on a pété un câble. Le prochain coup, c'est la livraison en 2 minutes. Mais non, ce n'est pas possible. On ne peut pas accélérer parce que l'accélération, elle coûte forcément de l'énergie, qu'elle soit cognitive ou de fuel. Donc on doit déjà réfléchir à ça. Et je pense qu'il y a vraiment moyen d'imaginer ce futur en commençant à prendre déjà de quoi a-t-on vraiment besoin, et autour de ça, on va construire. Donc ouais, il faut le faire. Je fais des réponses un peu longues, je suis désolé, mais je suis un peu passionné par mon truc, je suis désolé. D'abord, un grand merci pour les images de Spéléo. Étant moi-même Spéléo, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Comme quoi, le plaisir est partout. La question, c'est par rapport à l'expérience que vous avez développée, quelles sont les conditions de température et d'humidité optimales? Et comment définir cette optimale? Si je réponds, je vais me faire tuer par mon équipe de l'Human Adaptation Institute, parce que justement on est en train de travailler là-dessus, on essaie de trouver ça, on essaie de trouver les seuils des températures optimales et tout. Après, il y a quand même déjà pas mal de travaux qui ont été faits, donc heureusement on ne part pas de rien. Aujourd'hui, ce qui est considéré comme des normes à peu près, pas forcément optimales, mais en tout cas normalisées, c'est 19 degrés de température pour une vie normale et entre 12 et 15 degrés pour le sommeil, dans l'espace où on dort. Bon, ça ne veut surtout pas dire que si vous avez trop chaud, il faut mettre votre clim à fond pour avoir 12 degrés, hein, ce n'est pas le sujet. Mais donc, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on doit poser des normes. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à poser des normes par rapport à l'hiver. Donc, oui, on n'a pas besoin de chauffer au-delà de 19 degrés, ça c'est certain. Avec un pull, on s'en sort très bien. Et on doit mettre aussi ces normes pour l'été. C'est-à-dire que quand il fait 40 dehors, si on refroidit à 19, ce n'est pas une bonne idée non plus. Donc, aujourd'hui, moi, je postule, c'est un postulat. Donc, ça veut dire qu'on doit le prouver, que le différentiel assez idéal, c'est pas plus de 15 degrés. Donc effectivement, s'il fait 40 dehors, il ne faut pas qu'on soit à moins de 25 degrés dans la maison, par exemple. Donc on a assez facilement un range entre 19 et 26 degrés comme étant les bonnes températures en fonction de l'été ou de l'hiver. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas avoir une trop grande range de différence entre l'extérieur et l'intérieur, parce que ça crée des chocs thermiques qui sont terrifiants et qui sont alors ultra délétères pour le corps. Donc voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui, on devrait commencer à pouvoir dire aux gens, votre température max, pour les gens en bonne santé, alors, je mets quand même un bémol, je parle de gens en bonne santé. C'est très très important. Là encore, c'est ce que je disais au début, on ne peut pas mettre une adaptation égale pour tout le monde, ça n'existe pas. Une personne qui a des pathologies et autres doit avoir le droit à avoir d'autres conditions. Voilà, ça c'est une nécessité, ça fait partie de l'équité. Mais pour une personne en bonne santé, 19 degrés c'est sans doute la bonne température en hiver, 26 degrés la bonne température en été. Christelle Perrin, par rapport aux émotions, le choc émotionnel, ça fonctionne bien pour se mettre en action. Par contre, ça use un peu quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors attention, parce que vous avez complètement raison. Si, en fait... Alors, je vais essayer d'être intelligent sur ma réponse, c'est rare. Vous avez... Le choc émotionnel, moi je ne sais pas s'il est bon, je veux dire par là. On doit vivre des émotions, mais il faut faire attention à la paroxysmie des émotions. C'est-à-dire qu'une émotion, elle doit être
paramétrées pour nous. C'est pour ça que c'est important qu'on les vive. C'est pour ça que c'est si important quand on est enfant qu'on nous laisse vivre nos émotions d'ailleurs. Parce qu'un enfant à qui on bride la capacité de vivre des émotions, même quand elles sont parfois un peu paroxysmiques, c'est un enfant qui ne peut pas trouver ses limites émotives en fait. Parfois un enfant il a besoin de sa colère énorme, il a besoin de ça, parce que ça lui permettra au fil du temps et grâce à ses parents ou aux personnes autour de lui de paramétrer ça. Et quand on parle de gens hyper émotifs, on a aussi souvent des gens qui n'ont pas été gérés correctement dans leur enfance. Donc il faut vivre des émotions, il faut éviter les émotions. Alors c'est intéressant d'avoir des fois des émotions de paroxysme et tout ça. Par contre, dans le day-to-day du quotidien, dans le jour après jour, il faut que ces émotions elles soient en équilibre, là encore, avec le reste de la population et le reste des gens. Donc il faut se donner ce moyen, en fait, de vivre des choses, de les vivre pour soi, et de les équilibrer lorsqu'on est en société. Et la meilleure chose pour ça, ça reste quand même vraiment le rapport à la nature. On n'a pas trouvé mieux aujourd'hui qu'un temps passé en forêt, qu'un temps passé au bord de l'eau. Il y a des tas d'études aujourd'hui qui le montrent. 1 heure en forêt stabilise, vous savez, il y a un système sympathique, parasympathique dans le corps, et en fait, on est toujours en équilibre entre les deux. Et quand on va en paroxysme dans l'un, on n'est pas bien, on est en déséquilibre. Et en fait, 1 heure dans la forêt stabilise le système parasympathique d'un humain de manière phénoménale. Donc, ouais, c'est super utile, le rapport à la nature, le rapport à l'élément forestier, où moi, je fais partie des gens qui militent pour qu'on végétalise les classes, par exemple, parce que je pense qu'on a besoin de ce rapport à l'élément naturel. 1 heure, ça n'a pas été prouvé aussi clairement, mais au bord de l'eau, au bord de la mer, tout ça. Donc oui, il faut aller chercher ces temps dans la nature, parce que c'est ça qui est le plus stabilisant. Ce qui est plus compliqué dans une ville, et encore plus compliqué dans certaines banlieues où ils n'arrivent pas à en sortir, il n'y a que des bâtiments. Donc ça va être un gros travail aussi, c'est de recréer de la végétalisation et de donner les possibilités à tout le monde d'avoir accès à la nature à une distance raisonnable. Alors je ne suis pas du tout parmi les gens qui disent qu'il faut que tout soit à 15 minutes, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, on a besoin d'une distance raisonnable à la nature et de possibilités d'y aller. Là encore, et c'est c'est très compliqué pour les écoles aujourd'hui, parce que faire des sorties de classe, on sait combien c'est difficile pour les professeurs qui ont une responsabilité gigantesque. Donc là encore, il va falloir qu'on retrouve des solutions. On ne peut pas mettre sur le dos des seuls enseignants toute la responsabilité de ce que représente faire une sortie de classe qui est absolument nécessaire. Donc on doit aussi retrouver une raison d'être par rapport à tout ça. Donc voilà, je pense qu'il faut... Mais vous avez raison, c'est compliqué les paroxysmes émotifs. Il faut en vivre, mais il faut surtout chercher à ce qu'on soit alimenté tous les jours en émotions. Moi, il y a une émotion, et je finirai là-dessus parce que je sais que le temps est compté. L'émotion fondamentale pour l'adaptation, c'est l'émerveillement. C'est le plus fort déclencheur pour recréer le parcours vers la construction adaptative. L'émerveillement, ça ne doit pas être quelque chose qu'on vit une fois de temps en temps de manière miraculeuse. Ça se travaille. Ça se travaille en allant chercher tout ce qu'on aime, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous... Il faut aller chercher à travailler ces émotions quand tout va bien. Parce que si c'est quand tout va mal qu'on commence à les travailler, elles ne peuvent être que paroxysmiques. Donc quand vous allez bien, profitez. Profitez de tout ce qui vous fait du bien, de tout ce qui vous procure des émotions positives, de tout ce qui vous donne quelque chose d'agréable, parce que ce sera vos ressources primaires au moment où ça ira moins bien. Je vous remercie de m'avoir écouté.